have soldiers, Vous avez les soldats, you have spies, vous avez les espions, and now you have hackers. et maintenant il y a les hackers. So the war has begun. La cyberguerre a commencé. We could do On peut faire ce que l'on veut. C'est It's une a guerre, war, et elle ne s'arrêtera jamais. It would never stop. La terre, la mer, le ciel, l'espace, le cyber, c'est un domaine, c'est un endroit, c'est un lieu. 3, 2, 1, allez-y pour les 8e Positive Hack Days. Les Russes mènent une cyberguerre. Ils piratent des ordinateurs, sortent des documents et publient ces documents. Avez-vous le moindre doute concernant l'implication du gouvernement russe dans le piratage du Parti démocrate et la fuite de ces documents? Non, aucun doute. Aux États-Unis et dans le monde entier, les hackers russes sont devenus une marque. Ici, les hackers s'emparent d'un serveur. 14 minutes et c'est fini. C'est comme une opération militaire. Ils se font appeler hackers ou pirates. Ils n'aiment pas la lumière ni les journalistes. Xilitol, français, 28 ans, chasseur de hackers russes. Après beaucoup de discussions sur des messageries chiffrées, on est enfin chez lui. Si tu as les capacités, les gouvernements vont s'intéresser à toi. Moi, j'ai déjà reçu des mails du FBI, etc., ou même plusieurs agences gouvernementales. On m'a déjà proposé de travailler pour eux. L'analyse du voleur de carte bleue que vous avez faite est très complète et assez intéressante. J'adorerais avoir d'autres informations sur le malware ou son auteur. FBI, Indianapolis. Ils m'ont envoyé un mail, et puis après, ils m'ont demandé mon numéro de téléphone. Ils voulaient me faire passer un entretien téléphonique. Le FBI. Ouais. Merci beaucoup. Si vous trouvez des informations sur des personnes visant l'armée américaine, ou qui semblent proches de l'armée américaine, ou qui ont des données qui nous ont été prises, sentez-vous libre de me le faire savoir. Je vous promets qu'ils seront poursuivis. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Agent spécial, commandement des investigations criminelles de l'US Army. On a vraiment essayé de vous recruter. On m'a déjà proposé, mais j'ai toujours refusé parce que justement, je ne veux pas travailler là-dedans. C'est une passion, puis je ne veux pas que ça devienne une contrainte, en fait. Comment vous avez commencé à rentrer là-dedans? Je me suis fait infecter et j'ai cherché à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, en fait, tout simplement de savoir ce qu'on m'avait pris. Et j'ai réussi à remonter jusqu'au serveur en question et j'ai réussi à récupérer mes données. Et hacker un hacker, vous ne l'avez fait qu'une seule fois? Non, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Quand vous pénétrez l'ordinateur d'un cybercriminel, qu'est-ce que vous faites? J'essaye de tout pomper. Et il faut être rapide, quoi, parce qu'on ne sait pas si on est détecté ou pas, donc il faut aller vite. De faire une copie de tout ce qu'il a sur son ordinateur, puis après je regarde ça en détail. Quel genre d'informations vous trouvez sur l'ordinateur des hackers? Ça dépend de ce qu'il a laissé sur l'ordinateur en question. Des fois on n'a rien du tout, des fois on a ses photos, son CV, s'il a tapé des trucs sur Word. Donc là j'ai des mots de passe, j'ai des messages privés, j'ai des adresses e-mail, j'ai des messages sur des forums, j'ai un distributeur qui était infecté. Tous ces gens qui passent, tous ces visages, sont en train de se faire voler leurs données bancaires. Ouais, certainement, ils se sont fait prendre leurs données. Ouais. Ils ont plus de facilité à faire ça depuis la Russie que depuis en France, où c'est moins toléré, on va dire.
parce qu'ils sont pas plus inquiétés que ça en Russie. Et puis il y a plus de gens qui connaissent le domaine surtout, je pense que c'est ça. Xilitol nous l'a dit, si tu veux savoir qui sont vraiment ces hackers russes, tu dois infiltrer leur forum. Mission impossible selon lui. Jusqu'au jour où Igor, un expert du Darknet russe, accepte de nous aider. Ce jour a mis des mois à arriver. Nous modifions sa voix pour des raisons de sécurité. Pourquoi tu ne veux pas qu'on montre ton visage ? Tout simplement parce que ça peut quand même être dangereux. C'est fou parce qu'on est à Paris. Bah oui. Là, je crains non seulement les hackers, mais je crains aussi les agents du FSB. Et puis, je ne pourrais même plus espérer de re-rentrer en Russie. Ah oui, à ce point. Oui, à ce point-là. J'ai toujours mon passeport russe, et si je rentre en Russie, je serai peut-être arrêté à la frontière avec Monsieur, vous avez participé au documentaire, vous allez rejoindre la prison. Il est important d'être intraçable. Il pourrait remonter à nos adresses, il pourrait entreprendre toutes sortes d'actions. Pour cela, on va utiliser le VPN. Ça sert à quoi un VPN ? Alors un VPN, ça sert à rendre intraçable l'ordinateur et faire croire que l'on est aux Pays-Bas par exemple, alors qu'on est à Paris. Hop, on y est. On va pouvoir utiliser Tor. En fait, Tor, c'est une forme d'internet parallèle. Il y a la communauté cybercriminelle qui est divisée en plusieurs professions et métiers. Quel métier ? Il y a tout ce qui est relatif à la fraude, les services de faux passeports, drogue, on en trouve de tout type. Il y a les armes, c'est un kalash russe. Ils le livrent seulement dans des cachettes à Moscou, 10 000 €. Sur ces sites-là, il y a aussi des produits qui peuvent venir du hacking. C'est quel niveau de hacking sur le dark web ? Alors, sur le dark web, c'est vraiment du très petit niveau. Comme par exemple des cartes de crédit volées, ou des malwares. Et c'est des malwares de très petite qualité. Les malwares, ce sont des cyberarmes qui permettent de prendre possession des machines informatiques. Si on cherche des hackers d'un niveau supérieur, il faut aller sur des plateformes russophones de hacking. Il faut inventer un personnage, il faut inventer un rôle, une fonction particulière, précisément liée à la cybercriminalité, à tout ce qui est Black Hat. White Hat, sécuriser un ordinateur. Black Hat, pénétrer un ordinateur pour nuire. Alors qui on est ? Donc déjà on est russe, ça va nous aider à être crédible. On a l'âge moyen sur le forum, qui est entre 25 et 35 ans. Est-ce qu'on peut être une femme ? Il y en a peu, il y a très peu de femmes. On est un indépendant qui a des capacités techniques. Le forum est le forum numéro 1, utilisé par la cybercriminalité russe. Il est très sophistiqué, il est très pointu. Et le système de ce forum est considéré comme très solide. Des milliers de deals passent par ce forum, et c'est là-dessus que se construit toute la réputation de ce forum. Pour pouvoir s'y connecter, il faut payer. Le coût d'enregistrement est de 100 $. On ne paye pas évidemment avec sa carte bleue. Pour y accéder, il faut payer en bitcoin. Le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. On ne peut pas savoir qui a payé et comment, oui. Mais après, on a un délai pour savoir si on est admis sur le forum. Ouais. Une source russe nous donne le contact d'un hacker russe. On ne sait presque rien de lui. Mais dans cet univers, il faut accepter la règle de l'anonymat et de la clandestinité. Bonjour. Pourquoi vous avez choisi ce masque-là ?
Parce qu'il représente mes hackings, mes activités. Le groupe avec lequel vous travaillez, c'est combien de personnes? Moi et 3 autres, plus un assistant et un stagiaire. Ils sont tous russophones. Pour les commandes, il s'agit essentiellement de la recherche de failles, du piratage des sites et de la récupération des bases de données. Pour ce genre de boulot, le prix varie beaucoup. Ça dépend du volume de travail. Et ça vous a rapporté combien d'argent? Je ne vous le dirai pas. Et quelles sont les informations les plus sensibles qu'on vous ait demandé? Qu'est-ce qui coûte beaucoup d'argent? J'ai récupéré 20 à 30 comptes de la NASA avec des logins et des mots de passe. Tous valides. Ça, c'est une information que vous avez fournie? Oui, moi et mon équipe. Et à votre avis, pourquoi on vous a demandé ça? Je ne sais pas. Ça me plaisait bien de le faire, je l'ai fait, j'ai touché l'argent, point. Qui vous paye? Est-ce que vous savez qui vous demande ces informations? Pas toujours. Je dispose rarement de ces informations parce que tout se fait de manière anonyme. Le client me contacte par Tor, je ne connais que son adresse mail, qu'il n'utilise qu'une seule fois. C'est impossible à pister. Et à vrai dire, ça ne m'a jamais intéressé de savoir qui est le client. Mais vous attaqueriez des institutions du pays où vous vous trouvez en ce moment? Vous vous attaqueriez à des institutions russes? Je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait pour moi, sans transmettre les données obtenues à qui que ce soit, parce que je ne veux pas avoir affaire au gouvernement de ce pays. D'accord, donc là, quand c'est russe, vous gardez les informations pour vous, mais vous les hackez quand même? Oui. J'ai un petit bureau où je garde des disques durs remplis de données. Je pense qu'il y en a pas mal maintenant. Et moi, si je me mets dans la peau d'un espion français ou d'un espion américain, vous ne me donnerez pas ces informations-là, vous ne voudrez pas me les vendre? A priori, non. Vous ne me donnerez pas ces informations-là, vous ne voudrez pas me les vendre? A priori, non. C'est classique. Si on vend quelque chose de russe, bah on sera forcément trouvé et cerné par notre police. Tu ne vends pas de base de données, tu ne vends aucune donnée russophone. C'est interdit sur le forum. Notre profil a été admis sur le fameux forum russe. On a pas mal d'annonces intéressantes. Ici, on voit un utilisateur qui propose l'accès au ministère des Finances du Ghana, accès à une grande base de données d'informations sur les banques du pays, des bases de données de millionnaires, les personnes les plus riches du Ghana en gros. Et le prix de vente, si tu veux l'acheter tout de suite, est de 50 000 $. Ensuite, il y a d'autres utilisateurs du forum qui donnent leurs commentaires. Donc Yakuza nous dit 50 000 $ pour 2 propositions de marchandises, ce n'est pas sérieux. Décris plus précisément ce que tu vends, de quelle année est l'info. Un autre utilisateur freestyle dit Ghana, c'est le pays où les enfants marchent pieds nus? Pourquoi cet argent-là? Ça ne coûtera même pas 50 000 roubles, 700 €. Lampedusa nous reprécise sa vente en disant que le Ghana est un des pays avec l'économie la plus stable en Afrique. L'information est fraîche, accès à tous les PC du réseau avec tous les mots de passe. Pour moi, Lampedusa est russe, au regard de ses expressions. Il est tout à fait crédible. Alors on va essayer de contacter Lampedusa. Yes, Jabber. Est-ce que t'as un Jabber? Une application qui permet une discussion de manière anonyme et confidentielle. Lampedusa pense que nous sommes des personnes qui peuvent vendre ça à des hackers. Donc je lui ai demandé de m'envoyer des exemples de données. Mais il m'a dit non. Je lui avais proposé 25 000 $. Alors c'est quoi ces conditions? Donner de l'argent au garant. Ok, mais nous on ne va pas donner d'argent. L'acheteur potentiel, lui, il peut faire quoi avec ce genre d'informations? Il pourrait carrément envoyer un logiciel et effacer toutes les données qui existent sur ce réseau. Et pour vous dire, lorsqu'on parle des finances ou de la comptabilité,
Effacer toutes les données, ça pourrait créer un sacré bordel au Ghana. Le ministère des Finances du Ghana, les millionnaires hackés peuvent-ils savoir qu'en ce moment leurs données sont en vente sur le forum? Ils peuvent tout à fait passer à côté de cette information. Et s'ils ne passent pas à côté? Le Ghana pourrait être prêt à payer cette somme pour savoir de quelle façon le hacker a obtenu ces informations. Sur le web, l'enquête progresse. Sur le terrain aussi. La russosphère commence à savoir qui nous sommes. J'ai beaucoup de hackers. Je connais presque toutes les affaires. Je peux vous mettre en contact avec des hackers, de véritables hackers. Sergei Pavlovitch, par exemple. Il est recherché dans 2 districts judiciaires aux États-Unis. Sergei Pavlovitch a fait 10 ans de prison en Biélorussie, suite à une dénonciation de la justice américaine. Il est accusé d'avoir vendu des accès et des données bancaires. Selon un document du département de justice américain, Pavlovitch et 10 autres complices auraient volé plus de 40 millions de numéros de cartes de crédit. Website. Quand nous avons commencé, nous n'avions que 13-14 ans. J'ai grandi dans une famille assez pauvre. On avait un ordinateur chez nous, j'y passais beaucoup de temps. Par manque d'argent, on était attiré par tout ce qui était relatif à la criminalité. On ne volait pas les nôtres. Que peut-on prendre sur la carte bleue d'un petit employé qui gagne à peine sa vie? Nos concitoyens étaient déjà très pauvres. Ils gagnaient vraiment peu dans les années 90. C'était dur pour eux. On avait pitié d'eux. On préférait donc prendre le fric des étrangers bien plus riches. Aux États-Unis et dans le monde entier, les hackers russes sont devenus une marque. Je pense que c'est justifié. Je ne vais pas les nommer, mais les personnes qui sont en prison aux États-Unis pour les plus grands piratages de l'histoire sont des Russes. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est le climat. Les hivers sont très longs, alors tu restes chez toi, derrière ton ordi. Tu n'as pas envie d'aller dehors. Dehors, il y a de la neige et des ours. J'ai passé 1 an à Kiev, où je me faisais bien mes 100 000 $ par mois. Je me payais des restaurants, des vêtements de marque, des prostituées de luxe. Je roulais dans des belles voitures et j'offrais des cadeaux à ma famille. Je me payais des voyages dans des pays exotiques. Notre instrument de travail principal, ce sont les forums de hackers cybercriminels. Chaque membre avait son statut et sa réputation. C'est là que chacun se faisait une idée des sujets de travail possibles. Sur ma messagerie électronique, j'avais entre 1000 et 1500 contacts. Ce n'étaient pas des contacts pour papoter, c'était pour avoir des services précis. Comment travaillent les hackers? C'est souvent par équipe de 5. Il y en a un qui pirate le site, un autre qui récupère les informations sur les serveurs, un autre est chargé de les analyser et de les systématiser, un quatrième les vend et un 5e assure la couverture du groupe. L'État russe a-t-il tenté de vous recruter?
Aucun de mes amis n'a été contacté par les services de l'État, ni mes amis hackers dans la vie réelle, ni mes amis virtuels. Même les plus forts d'entre nous n'ont jamais été contactés pour être recrutés par les services de l'État. Historiquement, de nombreux cybercriminels ont opéré depuis la Russie. Leur réglementation est très laxiste. Le gouvernement russe ne semble pas vraiment vouloir les poursuivre puisque cela rapporte beaucoup de profit à la Russie. Il y a beaucoup d'affaires qui suggèrent que c'est le cas. Et il y a un autre point. La Russie ne fait pas que fermer les yeux sur les criminels. Elle utilise les criminels pour sa propre stratégie. Donc, elle les utilise essentiellement comme sous-traitants pour exécuter certains types d'attaques contre des agences, des institutions et des entreprises. Général, ce genre de cybercriminel peut-il être recruté par les autorités russes? Ce sont des faits ou des élucubrations que l'État emploie des hackers qui ont un passé criminel? Je ne serais pas surpris si des gangs criminels russes travaillaient dans les coulisses de l'État russe. Et de mon point de vue, les gangs criminels russes sont autorisés à faire ce qu'ils veulent, à la condition qu'ils s'attaquent aux étrangers. Mais de temps en temps, Vladimir le parrain arrive et leur dit « Votre parrain a besoin d'un service ». Et ils le font sous sa protection. L'idée d'un Vladimir Poutine qui utilise des cybercriminels, des hackers, pour influencer son jeu politique. Il y a un pouvoir pour qui ce n'est pas juste une idée. C'est le nouveau gouvernement en place depuis 2014 en Ukraine. Il accuse formellement la Russie de tout tenter pour le déstabiliser. Logique, ce nouveau pouvoir ukrainien est pro-occidental. Nous, les Ukrainiens, on comprend mieux les Russes que le reste du monde parce qu'on a fait partie de l'Union soviétique. L'offensive russe sur notre pays a commencé à prendre de l'ampleur depuis la révolution 2014. Conflits armés et cyberattaques s'enchaînent en Ukraine. En route pour Ivano-Frankivsk, à 600 km de la capitale Kiev. Ici, la veille du réveillon de Noël 2015, la centrale électrique est victime d'une cyberattaque. 230 000 personnes privées quelques heures d'électricité. On est venu me chercher quand je travaillais dans ce bureau et on m'a dit « Vassil, on a des interruptions incompréhensibles. Il y a des interruptions là et là aussi. » On a compris que notre réseau avait été infiltré. Sur cet ordinateur, on voyait que la souris était hors de contrôle. Il essaye d'atteindre les disjoncteurs de section. Regarde, il est en train de couper le disjoncteur d'une section de 110 kW. Le curseur bougeait sur les interrupteurs, la souris était hors de contrôle. C'est sûr, il y avait quelqu'un dans la machine. Aux États-Unis, ça aurait été plus grave, parce qu'ils n'ont pas d'interrupteur manuel. Nous, si on se retrouve dans cette situation, on éteint le programme, on prend la voiture et on part à la station pour tout rallumer à la main. Aux États-Unis, la technique est plus développée que chez nous. Nous, on n'a pas atteint ce niveau. Aux États-Unis, ce type d'interrupteur manuel n'existe plus. S'ils avaient vécu la même chose, ils n'auraient pas rallumé si vite.
Retour à Kiev pour interroger un espion ukrainien. C'est le responsable du département cyber du SBU, l'agence de renseignement ukrainienne. On peut dire que nos infrastructures informatiques servent de terrain de jeu pour tester des logiciels de piratage et des tactiques d'invasion. Nous travaillons avec tous ceux qui veulent aider les forces de l'ordre et neutraliser les cybercriminels. Parmi eux, il y a un groupe, la Cyberalliance. À ce jour, ces partenariats ne sont pas très clairs d'un point de vue juridique. Mais on fait le maximum pour bien fixer ces mécanismes. J'ai choisi un endroit spécial pour nous. Vous savez, un endroit où on ne sera pas suivi. Un endroit où on ne pourra pas nous voir. Ils doivent être prudents. Oui, il faut faire attention. Dans ce contexte, il vaut mieux être prudent. Oh, how I hate this thing. Don't like it. We are not ready to reveal our true identities because the topics we are working with are pretty sensitive. It's intelligence, including military intelligence. We are hackers. We break into system, we collect information. During the last several years, we were able to break thousands of accounts of Russian officials, Russian military. We're trying to protect ourselves. Recently, we found access to parts of Russian critical infrastructure, including power plants and other areas, but we still prefer not to use this kind of stuff. We will not cause damage to civilians, even in Russia. We have informal relations with different government structures. If we have information that could be of interest for our military or security services, we show them information and then they could proceed legal and official methods to investigate it further and take some actions. It's a war, and this war is global in nature. It's not limited to software or traditional intelligence. I think that the main weapon in this war is a new type of organizations. It's small groups loosely connected to each other. It's more effective than establish some kind of centralized cyber units. Finalement, vous êtes comme les services de renseignement russes, vous utilisez des hackers. Vous ne m'avez pas bien compris. Nous utilisons Cyberalliance pour vérifier des sites uniquement à l'intérieur de l'Ukraine, nos propres ressources d'information. Nous ne les utilisons pas pour nous attaquer aux ressources d'autres pays. Mais ces groupes peuvent travailler à l'extérieur parfois. Je vois ce qu'il veut dire, oui. Regardez, chaque organe judiciaire agit dans le cadre de son mandat.
Le SBU n'a pas mandat à travailler à l'extérieur de l'Ukraine. Nous n'en avons pas le droit, avec ou sans autorisation des Juifs. Notre tâche se cantonne au territoire de l'Ukraine. Notre fonction, c'est la sécurité de l'Ukraine. Il n'y a pas que l'Ukraine qui accuse la Russie. Il y a les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux. Tous pointent du doigt les services secrets russes et leurs hackers. Avez-vous le moindre doute concernant l'implication du gouvernement russe dans le piratage du Parti démocrate et la fuite de ces documents? Non, aucun doute. Avez-vous le moindre doute que des responsables du gouvernement russe aient été parfaitement au courant de ces activités? Aucun doute. Les Russes ont bien interféré dans nos élections pendant la campagne de 2016. Le boss du FBI accuse les Russes d'avoir hacké les emails du Parti démocrate lors de la campagne présidentielle de 2016. Ce hacking aurait fragilisé Hillary Clinton. Plusieurs mois plus tard, Hillary Clinton perd les élections. Tous les regards se tournent vers un homme, Julian Assange, cofondateur de Wikileaks. C'est lui qui a publié le hacking sur son site. Assange est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres depuis juin 2012. Justement parce qu'il redoute la justice américaine, qui réclame sa tête depuis des années. Le 11 avril 2016, nous étions avec lui, et déjà Assange travaillait sur Hillary Clinton et sa fondation. Hillary Clinton se présente aux élections. La fondation Clinton se présente sous l'angle de la charité en théorie. Mais en fait, c'est un outil pour les Clinton, un outil politique pour les Clinton, un outil d'influence pour créer un réseau et créer une organisation. Si vous observez la façon dont la Russie a évolué sous Vladimir Poutine, vous dites que c'est une sorte de démocratie dirigée par un État autoritaire qui s'opposerait aux formes modernes de la démocratie. D'accord, bien, selon moi, la fondation Clinton est la même chose en Occident, un outil autoritaire. Julian Assange est un ennemi de l'Amérique. Il prétend ne pas savoir d'où viennent ses emails. Je pense qu'Assange était de mèche avec l'État russe. Julian Assange se voit comme un directeur de publication indépendant. Il a été arrêté par les autorités britanniques le 11 avril 2019, 3 ans, jour pour jour, après cette interview. Son sort est entre les mains de plusieurs gouvernements. Au départ, quand on nous a prévenus de l'intrusion dans le Parti démocrate, il y avait tous les aspects d'une affaire d'espionnage. Et ça, on s'y attendait, honnêtement. Ce n'est que lorsque les données volées lors de ces piratages ont commencé à sortir publiquement que l'on a compris que quelque chose d'autre était en train de se passer. Que ce n'était pas de l'espionnage traditionnel à des fins politiques, mais qu'il y avait une tentative d'influence sur la campagne en cours. On a utilisé avec les Russes des canaux de communication directs que l'on avait mis en place spécifiquement pour les cyberincidents. Nous avons utilisé ce réseau pour la première fois afin de prévenir les Russes de la gravité de la situation. On leur a fait savoir que nous étions au courant de leurs agissements et que nous n'apprécions pas ce qu'il se passait. Et on leur a demandé d'arrêter ce genre d'agissement. Mais le gouvernement russe, il dément, non? Évidemment.
Mais je n'attendais pas d'eux qu'ils réagissent autrement. Ça fait partie du fonctionnement des relations internationales. Mais vous êtes sûr de vos informations? Vous êtes sûr que ce sont les Russes? J'en suis totalement convaincu. Les Américains donnent désormais un nom à un groupe de hackers russes. Fancyber. Fancyber, alias APT-28. Durant nos investigations sur APT-28, nous avons trouvé beaucoup de traces. Nous avons trouvé 550 malwares, voire plus. Nous avons identifié plus de 500 hébergeurs ou adresses IP utilisées par ce groupe lorsqu'ils attaquent. Il y a donc une énorme infrastructure de machines compromises ou de fausses pistes qui ont été utilisées pour ces attaques, et on en a trouvé 500. Il y a suffisamment de critères qui coïncident pour dire qu'on a identifié APT-28. Comment on peut être sûr que Lampedusa est sérieux? Son niveau de sérieux peut être démontré par le fait qu'il ne s'est toujours pas fait bannir du forum, avec tout ce qu'il a proposé et vendu. Et il a fait des ventes équivalentes à plus de 100 000 $. Et là, Lampedusa, il propose quoi? Lampedusa propose l'accès à un système juridique aux États-Unis. Il dit que dans le réseau, il y a 12 000 PC et serveurs, des bases de données d'avocats, de juges, de procureurs et de personnes du FBI. Et il propose un prix équivalent à 150 000 $. Celui qui va acheter pour 150 000 $, il aura la possibilité de détruire 12 000 PC d'un État, utilisés par des avocats, des juges, des procureurs et même le FBI. Absolument. L'acheteur pourra lire par exemple ce qu'écrit un juge sur son ordinateur. C'est ce qu'il dit. Accès complet au système juridique d'un État. Il y a des clients pour acheter ça? Mais ça a été acheté. Solde. L'acheteur, ça peut être un ennemi de l'Amérique. Comme ça peut être le FBI. Pour racheter leurs propres données, c'est ça? Oui. Les Américains accusent un groupe APT-28 Fancyber. Est-ce que ce groupe peut acheter ce que Lampedusa vend? Tout à fait. Ces groupes-là pourraient être intéressés pour récupérer ce genre d'informations et être les premiers acheteurs. Et Lampedusa peut même provenir d'un de ces groupes, où il peut y être associé d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir des personnes des services secrets russes. Les services secrets russes ont une attention particulière envers ce forum. Pourquoi alors? Autant pour recruter que pour suivre les dernières tendances, que pour voir ce qui se passe dans la communauté. J'ai identifié 3 personnes liées au FSB sur ce forum russophone, l'un des plus importants. Je dis FSB parce que je les connais. J'ai été à Moscou, au siège du FSB. À l'époque, on collaborait étroitement avec le FSB. Au FSB, il existe 2 unités dédiées aux opérations cyber. Elles sont responsables des cyberopérations à travers le monde. Vous ne pouvez pas aller sur les forums et dire « Hé, les gars, j'ai besoin de quelqu'un pour organiser une attaque contre un président. » Non. Les officiers du FSB sont eux-mêmes très qualifiés. Ils sont présents sur les forums depuis des années. Et ils connaissent ce gars qui peut créer un malware, un autre qui va s'occuper d'une diffusion très efficace du malware, un autre gars qui va gérer le financement. Un autre gars, un groupe, va infiltrer les réseaux pour répandre le malware. Au dernier niveau de cette opération, seul l'officier du FSB sait ce qui se déroule, le pourquoi et comment tout ça fonctionne. Et c'est l'officier du FSB qui détient le bouton sur lequel appuyer pour déclencher l'attaque.
3, 2, 1, allez-y! Pour les 8e Positive Hack Days. L'idée est assez simple. Il y a 2 appartements et chacun a son compteur. Un compteur électrique ordinaire. Les hackers essayent de se connecter au réseau avec leur logiciel et leur intelligence pour changer les données des compteurs. On a réussi à hacker une filiale de la centrale électrique, ce qui a impacté le fonctionnement de l'usine. Je voulais savoir, est-ce qu'ici on a une chance de trouver un membre de FanCyber? Je sais pas. Ils m'ont demandé de pas dire qui ils sont. Moi, j'en ai pas rencontré. Mais je crois que ce sont des groupes bien. Je pense que l'existence de ce genre de groupe de hackers est inévitable. Car la lutte entre différents pays dans le cyberespace est elle-même inévitable. C'est comme l'espionnage ordinaire en fait. On ne peut pas s'en passer. Parmi tous ces hackers russes, une pointure accepte de nous parler. Il nous invite même chez lui avec son chat. Qui est FanCyber? FanCyber, oui, oui. Je n'ai rien à voir avec les services secrets. Donc ce que je vous montre là, c'est juste une blague. C'est juste une blague. Toute cette histoire avec FanCyber, Cozyber et toute cette famille d'ours imaginée par les médias, ça me rend dubitatif. Où sont les preuves? Qui crie le plus fort au voleur, si ce n'est le voleur lui-même? Les États-Unis. Quel est le plus grand voleur? Ce sont les États-Unis, soyons francs. C'est évident. C'est la CIA et la NSA qui sont derrière les programmes d'espionnage globaux. Mes connaissances qui vivent en Occident m'ont toutes demandé si je travaillais pour les services secrets, si on défendait bien Poutine, etc. J'ai noté que, depuis 1 ou 2 ans, un changement très net s'est produit dans l'opinion publique. Avant, mes copains occidentaux venaient en Russie, ils me fréquentaient sans me voir comme une menace. Aujourd'hui, même des experts scientifiques ont peur de venir en Russie. Nous retournons au Positive Hack Days. Le cyberconseiller du président Vladimir Poutine serait présent. Monsieur le ministre, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui au Positive Hack Days? Je comprends un tout petit peu. Monsieur le ministre, je vais réfléchir. Une question. Est-ce que cette génération de hackers que l'on voit ici, elle est importante aujourd'hui pour la Russie? Это вопрос политический, провокационный. Нет, абсолютно. Вот это поколение хакеров. Я прекрасно понял этот вопрос. Я бы не подходил к этому как к поколению хакеров. Да? Все-таки здесь собрались люди, которые на стороне добра. Да? То есть это белые специалисты. Si on cherche des groupes comme FanCyber ou Cozyber, il ne faut pas les chercher ici. То есть, если идет поиск групп типа Консибир, Фансибир, не надо их здесь искать.
Это не про них. Il ne s'agit pas d'eux. Le président Poutine, il s'intéresse à la cybersécurité uniquement en termes défensifs ou aussi en termes offensifs. Est-ce que protéger la Russie, mener des attaques, c'est quelque chose qu'il surveille et qu'il supervise? Вы хотите меня поймать все время, да? Это их тема. Все время хочешь меня поймать. Это их тема, тема фильма. Я понимаю. Президент очень озабочен безопасностью страны, нашей страны, и делает все, чтобы наша страна чувствовала себя в этой безопасности. Tant qu'il n'y a pas de régulation justement au niveau international, est-ce que tous les États n'en profitent pas pour espionner, attaquer leurs voisins? Но Когда нет правил, то все склонны их нарушать. Даже не нарушать, нарушать-то нечего, а делать все, что угодно. Christophe Decroix pour RTL. Bonsoir. Vous avez évoqué les cyberattaques ensemble. Il y a eu récemment un rapport américain qui accuse une nouvelle fois la Russie, qui demande de nouvelles sanctions. Est-ce que vous craignez l'un et l'autre qu'il y ait sur ce sujet-là aussi une escalade? Merci. Il y avait des cyberattaques. Да. Значит, я вам могу сказать и про кибератаки, и про пикировки в прессе, и так далее, и тому подобное. Действия всегда встречают противодействие. Всегда. И чтобы не было противодействия, которое кому-то не нравится, нужно договориться о правилах этих действий, о правилах поведения в тех или иных сферах. Вот когда-то, когда человечество изобрело ядерное оружие, атомную бомбу, все поняли, насколько это опасно, и договорились о том, каковы должны быть правила для того, чтобы не случилась трагедия. Вот сейчас совершенно очевидно, что киберпространство – это важнейшая сфера жизни, деятельности миллионов людей. Давайте договоримся о том, как мы здесь будем работать совместно. Договоримся об общих правилах, выработаем механизмы контроля соблюдения этих правил. Le président Vladimir Poutine compare le cyberespace à la bombe atomique. Il demande des règles mondiales pour ne pas qu'elle explose. Sans règles mondiales, chacun fait ce qu'il veut. Ce jeune homme, c'est Konstantin Kozlovsky. Il est accusé d'avoir hacké des banques, notamment des banques russes, et volé des millions de roubles. Depuis sa prison, il réussit à communiquer via les réseaux sociaux et il lâche une bombe. Il accuse le FSB de l'avoir recruté. Il dit être impliqué dans les cyberattaques contre les États-Unis. Ce matin, une audience préliminaire a lieu. Нет, я возле него сейчас. Tous les gens qui sont ici avec moi ont été des exécutants des ordres du FSB qui nous a recrutés quand on était jeunes. La loi ne vous permet pas d'aborder ces sujets ici. Mais ce sont des questions qui préoccupent le monde entier. Et vous, la Russie, vous mentez au monde entier. Je vous prie de vous abstenir d'employer ce genre d'expression, surtout à mon encontre. Vous ne pouvez vous prononcer que sur la détention provisoire.
C'est ce que j'essaie de faire. Non, vous essayez de nous dire de quoi vous êtes accusé et comment vous avez été recruté par le FSB. Nous ne sommes pas là pour ça. J'ai rédigé des lettres de réclamation et de contestation, mais je n'arrive pas à les faire parvenir à qui que ce soit. Pour le faire, il me faut une autorisation, mais on me la refuse. Je vis dans un isolement total. Tous mes mots sont déformés. Je ne sais pas si ce que je transmets via mon avocat est utilisé tel quel, sans déformation de mes propos. Merci. Et désolé si j'ai encore dit des choses non autorisées. Ce sont des hackers d'État qui se sont professionnalisés à partir de... Enfin, ils étaient d'abord des cybercriminels et ils ont été recrutés pour être des mercenaires. En fait, en Russie, parfois les notions se mélangent. Donc Constantin, quand il nous dit « j'ai été recruté par le FSB » et la Russie ment au monde entier, toi tu le crois? Moi, par rapport à mon expérience, j'ai tendance à le croire, ouais. Constantin. Son destin, pourrir en prison en Russie. Tout ça parce qu'il a dénoncé le FSB. C'est l'une des pires choses qu'on puisse faire. Parce que ça touche directement à tout le système du président actuel, qui vient lui-même du FSB. Tout le monde sait que ce ne sont pas des choses à faire en Russie. Fin 2018, coup de théâtre. 6 pays, dont l'Australie, accusent le renseignement militaire russe, le GRU, d'être APT28 Fancyber. Il publie des preuves, des photos, des notes de frais, des billets de transport. Le GRU, le FSB, le Kremlin nient toutes ces accusations. Laissez-moi être très sincère, ok? Tous les pays volent des informations. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « C'est une chose horrible que les Russes aient volé les emails du Parti démocrate. » Je lui ai répondu « Oui, c'est horrible. Mais c'est normal. C'est ce que font les États entre eux. Je peux vous le dire de mon propre point de vue. Si quelqu'un venait me voir en tant que directeur de la NSA et me disait « On a un accès aux communications internes du parti Russie Unie, celui de Poutine, et qu'il me disait « Qu'est-ce qu'on en fait ?» Je lui dirais « Prenez-les. » Donc, en ce qui concerne le vol des emails, la Russie n'a pas à avoir honte. C'est nous qui devrions avoir honte. Nous étions supposés les protéger. Mais les Russes sont allés plus loin. Comme je l'évoquais, ce n'est pas du simple cyberespionnage, c'est de l'influence masquée. Beaucoup de gens pensent que c'est une nouvelle guerre froide. Je ne suis pas d'accord. Une guerre froide a besoin de 2 superpuissances, mais la Russie n'est pas une superpuissance. Poutine veut être vu comme une grande puissance, mais il ne l'est pas. Et s'il ne peut pas progresser pour égaler l'Union européenne, l'OTAN ou les États-Unis, s'il ne peut pas faire ça, alors son seul choix, c'est de faire ça et d'essayer de nous mettre à son niveau. Voilà le but de ces campagnes.